Les principaux constats qu'on fait à partir de nos résultats et à partir avec ce qu'on est capable de faire avec les données qu'on a, dans le fond, il est clair, il est très, très clair que les enfants qui sont nés en septembre versus ceux qui sont nés en octobre ont beaucoup plus de chances de recevoir un diagnostic que ceux qui sont nés en octobre. Donc, les bébés de classe là, vont avoir 35 % plus de chances d'être diagnostiqués. Puis si on regarde l'effet sur tous les enfants, là, cet effet d'âge relatif, ça représente à peu près 2000 enfants diagnostiqués de plus par année dû à leur âge. Nous, ce qui nous a surpris quand on a regardé ces résultats-là, c'est premièrement qu'ils étaient importants, les taux étaient importants, les écarts d'âge étaient importants. Puis quand on a regardé le type de médicaments que les enfants prenaient, puis qu'on a commencé à regarder la nature des molécules qui sont utilisées, on s'est posé des sérieuses questions sur c'était quoi les impacts de ces médicaments-là sur le développement de l'enfant au niveau de son cerveau. Parce que dans la société, on entend souvent il ne faut pas prendre de cannabis avant tel âge parce que ça pourrait affecter le développement du cerveau. Il ne faut pas prendre d'alcool avant tel âge parce que ça pourrait affecter le développement du cerveau. Donc, si comme on le pense, étant donné nos résultats, on est en train de diagnostiquer et médicamenter plus d'enfants que ce qui serait normal dans la population pour cette condition-là. C'est quoi l'impact sur le développement de leur cerveau? Nous, c'est ça qu'on se demande. Si d'autres types de molécules doivent être évitées pour ne pas avoir d'impact négatif sur le développement, comment ça se fait que cette molécule-là, elle, ou bien pas juste elle, là, il y en a plusieurs, fait exception. Certaines de ces molécules-là, c'est des dérivés d'amphétamines. Comment ça se fait que ça, c'est correct, puis que tout le reste l'est pas? Comment ça se fait qu'on n'est pas plus inquiet d'utiliser ces molécules-là pour des enfants qui n'en auraient peut-être pas besoin, alors que leur vie n'est pas en danger, ils sont fonctionnels? C'est peut-être juste qu'ils sont un petit peu plus turbulents dans la classe. Donc, c'est où là qu'on met la ligne de « oui, ça vaut la peine de prendre ce médicament-là parce que vraiment, on en a besoin ». Et là, on vient de passer la ligne où on n'en a pas besoin, puis ça pourrait avoir des effets à long terme qui ne sont pas désirables. Pour les garçons et pour les filles, les taux ont beaucoup augmenté. Les taux vraiment sont beaucoup plus élevés pour les garçons. Et puis quand on regarde les garçons qui sont à l'assistance sociale, qui sont dans des familles à l'assistance sociale, bien, eux, c'est presque rendu 30 %. Donc si on pense que ça, c'est une solution pour aider les garçons à mieux faire à l'école, bien, si on regarde depuis 20 ans, ça ne semble pas vraiment s'améliorer. Donc, le but principal de donner ces médicaments-là, semble-t-il, c'est pour aider les enfants à avoir de succès à l'école. On s'aperçoit que les garçons, c'est plus problématique. On leur en donne encore plus, mais quand on regarde les résultats scolaires sur une longue période, c'est-à-dire depuis 20-25 ans, c'est pas qu'en moyenne, les enfants québécois font pas bien, mais c'est que les enfants qui sont en difficulté ne semblent pas progresser très rapidement, en particulier les garçons. L'autre chose aussi, c'est qu'on observe dans nos données, c'est qu'ils sont diagnostiqués vraiment très, très tôt. Comme ils ont 7 ans, 8 ans, là, puis tout de suite, bang, le diagnostic, il rentre. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'un point de vue médical de faire ça si rapidement? Parce que plus l'âge avance, moins on voit d'écart d'âge. Donc, plus le diagnostic semble se préciser. Est-ce qu'on devrait attendre plus longtemps? Est-ce qu'on devrait avoir des problèmes beaucoup plus sérieux pour pouvoir recevoir un diagnostic à l'âge de 7-8 ans? Après ça, on a aussi regardé selon les régions du Québec. Puis là, ce qu'on voit, c'est des différences importantes selon les régions, avec Montréal, où le taux de diagnostic est beaucoup plus bas que dans les régions, et aussi, donc, l'effet d'âge qui est un peu plus petit en valeur absolue, mais qui est présent aussi. Donc, l'effet d'âge est aussi présent à Montréal qu'il peut l'être ailleurs, mais les diagnostics étant plus bas à Montréal, l'effet en valeur absolue de l'âge est un petit peu plus modeste, mais en pourcentage, il serait similaire. Donc, il y a des différences régionales que nous, on ne peut pas expliquer avec nos données, mais il se passe quelque chose de différent entre différentes régions qui fait que les enfants vont être plus diagnostiqués en dehors de Montréal qu'ils vont l'être à Montréal. On a créé une espèce de contexte dans la société où les parents sont très, très inquiets de ça. Puis il y en a plusieurs que dès qu'ils voient que l'enfant a peut-être un peu de difficulté ou prend plus de temps à faire ses devoirs, ne veut pas faire ses devoirs, je pense qu'on a créé ça, une espèce de société où les parents, tout de suite, ils vont se mettre à penser au TDAH, ça va les inquiéter, ils vont aller chez le psychologue, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des coûts qui sont cachés, des coûts privés qui sont cachés. Puis il y a plein d'autres coûts associés à tout le phénomène du TDAH dans les écoles. Quand on vit dans une société où pratiquement
presque un enfant sur 5 va être diagnostiqué ou un enfant sur 6 va être diagnostiqué, bien, ça crée une espèce, le mot allemand, Zeitgeist, là, une espèce d'esprit du temps où on a une fixation là-dessus. Une des hypothèses qui existent pour les différences entre les régions, ça vient des travaux qui ont été faits, entre autres par l'INSPQ, qui soulignent le fait que les services qui sont offerts dans les différentes régions sont peut-être pas les mêmes, ce qui pourrait mener à des différences de diagnostic. Mais nous, on n'a pas validé ça avec nos données. C'est vraiment une hypothèse qui est énoncée par l'INSPQ. Il pourrait y avoir peut-être d'autres raisons auxquelles on ne pense pas, des pratiques différentes dans les écoles qui vont mener à plus de diagnostics dans certains coins que dans d'autres. Il pourrait peut-être avoir des différences aussi au niveau de la culture des parents. Peut-être qu'à Montréal, on a des populations beaucoup plus d'immigrants qui sont à Montréal. Peut-être que les parents de ces milieux-là sont beaucoup moins enclins à vouloir médicamenter leurs enfants. Donc, ça peut peut-être influencer les taux de diagnostic. Mais tout ça, c'est vraiment des hypothèses parce que nous, on n'a pas les données pour le savoir. Les actions qui sont prises à l'heure actuelle, il ne semble pas qu'on en voit beaucoup, mais il y avait quand même, disons, dans les médias québécois, souvent des lettres de médecins ou d'intervenants qui signalaient le fait qu'au Québec, nos taux de diagnostic étaient beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Fait que déjà, il y avait quand même, il y a déjà une mouvance, là, de se poser des questions. Est-ce qu'il y a des enfants qui reçoivent ces médicaments-là qui ne devraient pas? Le fait qu'on a identifié ça, que oui, effectivement, les enfants nés au mois de septembre, il y en a plusieurs, probablement juillet et août aussi, qui reçoivent des médicaments alors qu'ils ne devraient pas en recevoir, ça, c'est clair. Là. Ça me semble assez clair que déjà, il y a ça. Les enfants qui sont diagnostiqués médicamentés maintenant, c'est pas tous qui passent la vraie batterie de tests dont les neuropsychologues parlent. L'apport principal de notre étude, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs angles là, qui sont un apport, mais il y a les données en soi, parce qu'on a un échantillon, bien, c'est même pas un échantillon, on a la population des enfants qui sont nés de 1996 jusqu'à 2005. Donc, on a 10 ans de données. Donc, ça représente à peu près 800 000 enfants. Donc, c'est plus des échantillons, là, on parle de la population des enfants. Donc, ça, en soi, c'est une richesse. Parce qu'on n'est plus dans un estimé statistique, on est dans un fait qu'on observe. C'est vrai, il n'y a pas vraiment de marge d'erreur, dans le sens qu'on voit tout le monde. Les avenues possibles qu'on pourrait envisager pour essayer de régler une partie de ce problème-là, je pense que ça commence par asseoir autour de la table tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus-là, parce qu'on s'entend qu'il y a les parents, il y a des écoles qui font de la pression, il y a des directeurs d'école qui peuvent faire de la pression, il y a les médecins aussi qui ultimement tiennent le pad de prescription, là, c'est eux qui finalement vont prescrire, puis bien, il y a la société, le gouvernement qui est derrière tout ça, et il faudrait des gens qui sont comme plus neutres, comme des chercheurs par exemple, qui sont ni d'un bord ni de l'autre, qui vont pas accuser personne, mais qui vont pouvoir être là pour essayer de rassembler le tout, là. Donc il faudrait mettre quand même un certain nombre de personnes autour de la table, puis avoir, pas juste réfléchir à, là, on le sait déjà. Donc on parle vraiment de plan d'action, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change. Mais je pense que c'est pas à moi de, tu sais, moi je suis économiste, je peux pas décider de ça, mais je peux participer à favoriser une discussion qui entoure des données pour que les acteurs du milieu prennent la responsabilité de changer ça. Tu sais, au final, c'est pas moi qui tiens le pad de prescription, là, mais il faut que les gens qui décident de ça soient impliqués puis qui veuillent que ça change.